Bienvenue les amis, bonjour pour ce nouveau JT du Grenier. Je vous rappelle que c'est la seule émission de YouTube réalisée sans trucage, sans montage, oui, et en plus en direct d'un grenier avec réglage de l'autofocus autofocant, voilà qui est fait. Allez, c'est parti. Me voilà. Salut les amis, bienvenue à nouveau pour ce nouveau JT de la semaine. Nous devons être le 14 mars ou quelque chose comme ça. Et nous allons encore parler de ces histoires de taux, de Banque Centrale Européenne, de à quelle sauce nous allons être mangés, notamment sur l'inflation, et savoir si notre paquet de pâtes et notre paquet de nouilles il va augmenter durablement ou pas. Et avant le paquet de pâtes et le paquet de nouilles, j'ai un scoop à vous révéler. À la pompe, ça va monter et ça va monter sérieusement, et je m'en vais vous expliquer, en tout cas modestement, partager avec vous un certain nombre de réflexions, d'explications par rapport à ce qui est en train de se passer, à ce qu'on va pouvoir essayer d'anticiper pour les semaines et les mois à venir. Inflation, taux, la BCE en mode il n'y a pas le choix, voilà, c'est un nouveau concept économique. Après la Banque centrale qui fait une politique économique punk, une politique monétaire punk, eh bien on a la Banque centrale qui fait de la politique économique et monétaire du genre il n'y a pas le choix. Et je m'en vais vous expliquer tout ça, et je rajoute cette phrase très importante: si mes amis, le traité de Maastricht, comme pouvaient prononcer certains que je ne citerai pas. La mort du traité de Maastricht. Vous vous souvenez, alors, pour les barbes blanches comme moi, on s'en souvient. Moi, j'avais pas encore 18 ans quand on a dû, en 1992, me semble-t-il, voter pour le référendum instituant le traité de Maastricht. Et j'avais 17 ans. Voilà, donc j'avais 17 ans et demi, donc j'avais pas pu voter, mais sinon j'étais à l'époque séguiniste, et donc j'étais sur la ligne de Philippe Séguin, qui était celui qui incarnait et représentait le non au traité de Maastricht pour la perte de souveraineté majeure que ça allait entraîner. Et donc l'histoire d'ailleurs lui donne aujourd'hui parfaitement raison, mais l'histoire vient d'enterrer justement ce traité de Maastricht, et je voulais m'arrêter un petit peu dessus, faire ce petit moment de rappel historique. Souvenez-vous, il y avait non pas 3 critères mais 4. On parlait plutôt de 3 critères, mais en réalité il y en avait 4. La stabilité des prix, avec un taux d'inflation qui ne devait pas dépasser de 1,5 point de pourcentage la moyenne des 3 États qui avaient l'inflation la plus basse. Donc c'était la moyenne de l'inflation la plus basse pour les 3 pays qui avaient l'inflation la plus basse, plus maximum 1,5. C'était ce qu'on appelait les critères de convergence, qu'on converge tous vers le même genre de fondamentaux économiques pour pouvoir mettre en place une monnaie unique. Logique. Pour avoir une monnaie unique, il fallait avoir des économies homogènes. Pour avoir des économies homogènes, il fallait avoir une convergence économique, une convergence d'un certain nombre de critères pour pouvoir calquer après là-dessus, poser une monnaie unique. Et puis une fois qu'on avait eu cette monnaie unique de poser sur nos économies qui avaient convergé, qui étaient devenues homogènes, eh bien il fallait garder cette homogénéité et ne pas avoir d'hétérogénéité, parce que sinon, évidemment, si on converge plus, eh bien les amis, nous divergeons, et si nous divergeons, nous devenons certains d'entre nous des divergents, et pour ceux qui ont regardé le film, quand on est divergent, c'est pas bon. Le deuxième critère, c'était le déficit public, qui ne devait pas dépasser 3% du PIB. Nous sommes à 11,4% rien que pour la France. Alors, vous voyez, on est très très loin des 3%. La dette publique, on ne devait pas dépasser 60% du PIB dans sa définition large, c'est-à-dire ensemble des emprunts contractés par l'État, l'ensemble des administrations publiques, dont les organismes de sécurité sociale. Donc, vous voyez, c'est très très large. Et les taux d'intérêt à long terme ne doivent pas dépasser de plus de 2 points le pourcentage de la moyenne des 3 États membres présentant les taux d'inflation annuels les plus bas. C'était la même chose que ça. Et donc pour les taux d'intérêt long terme, pas plus de 2 points au-dessus. Et donc, si l'Allemagne était à 1% de taux, ça veut dire que le pays le moins bon doit être au maximum à 3% de taux. Et donc ça, c'était les critères de convergence. Ces critères de convergence qui après sont devenus des critères de pacte de stabilité en Europe, eh bien ces critères-là, ils sont morts. Si le traité de Maastricht, si la politique de convergence économique, et vient d'apparaître et de naître évidemment quoi ?
des divergences majeures. On ne peut, et je crois que ça a été rappelé par personne, de faire vraiment ces deux parallèles, de dire que les critères du traité de Maastricht sur lesquels nous avons vécu pendant ces 20 dernières, enfin presque 30 dernières années, eh bien, ils sont morts, définitivement enterrés vivants, c'est fini. La crise de 2008 avait commencé à sacrément bien les entamer, et la crise du coronavirus de 2020-2021 vient de définitivement les achever, et donc ça va changer énormément de choses. Évidemment, c'est là-dedans que vous voyez bien que la politique de stabilité des prix qui a été notre quotidien jusqu'à présent, elle vient de se fracasser sur le mur terrible de la réalité et des divergences économiques et de l'hétérogénéité, je vais y arriver, je vous rappelle, c'est sans trucage, sans montage, des économies de la zone euro. Alors pourquoi, là, attendez, j'en ai peut-être sauté un, non c'est bon, donc la BCE est en mode il n'y a pas le choix, je sais qu'il n'y a pas le choix, ça s'écrit pas comme ça, hein, voilà, donc, mais c'est un petit jeu de mots, un petit clin d'œil, une petite boutade, de l'humour quoi. Donc le marché, alors ça c'est un article du Monde, la BCE amplifie son intervention pour soutenir l'activité. Alors d'abord le marché a été favorablement surpris par la décision de la Banque Centrale Européenne, c'est ce que constate Louis Boissé, économiste à BNP Paribas, un grand clairvoyant, ce camarade Louis Boissé, hein, puisque les marchés ont été favorablement surpris. Ça fait plusieurs semaines que je vous parle de ces histoires de taux, plusieurs semaines que je vous dis que cette correction sera de courte durée, que de toute façon ça ne sera pas un mouvement durable d'augmentation des taux, que c'est pas possible parce qu'on est en mode il n'y a pas le choix. Et donc bah, évidemment le marché il n'avait pas à être surpris ou pas surpris, c'est une évidence ce qu'il se passe. Donc qu'est-ce qu'elle dit Christine Lagarde? Non, alors ça c'est Le Monde qui dit l'ère de l'argent gratuit est loin d'être finie, et Christine Lagarde maintenir des conditions financières favorables. Je vous rappelle que la dame Christine Lagarde, c'est la gouverneuse en chef, c'est-à-dire la gouverneure, la présidente de la Banque Centrale Européenne, la Banque Centrale de la zone euro. En clair, faire baisser les taux ou au moins les maintenir à leur niveau actuel. Elle a dit quoi, Christine, dans cet article de la Tribune de Genève, intitulé « La Banque Centrale Européenne n'est pas inquiétée par l'inflation ». Vous voyez, même pas peur. Qu'est-ce qu'elle dit, Christine Lagarde? Elle dit même pas peur de l'inflation. Et pourquoi elle dit même pas peur de l'inflation? Parce que, pour elle, le PIB devrait à nouveau se contracter au cours du premier trimestre de l'année. Et oui, on n'est pas sorti de la crise. Donc on vous explique avec de doctes propos que c'est les plans de relance, machin, etc. Mais pour le moment, il n'y a rien à relancer. Nous sommes toujours dans la crise sanitaire. On a toujours de grosses restrictions. Se profile peut-être même à nouveau des confinements ou des reconfinements, on ne sait pas trop. Et bien évidemment, qui dit confinement, qui dit restriction, dit restriction de notre PIB. Et donc, plutôt aller vers une contraction encore du PIB. Donc, alors que tout le monde attend la reprise économique, en tout cas, ça ne sera pas au premier trimestre, ça sera peut-être pas au deuxième, hein, ça sera peut-être au troisième ou au quatrième. En fait, il va se passer la même chose que l'année dernière, c'est-à-dire qu'on va avoir un rebond de l'activité cet été, puisqu'on va déconfiner et réouvrir effectivement cet été pour sauver ce qu'on peut sauver. Et puis on reconfinera peut-être encore une fois vers septembre-octobre 2021 à la rentrée. Et pourquoi? Parce que on s'apercevra possiblement que les vaccins ne fonctionnent pas sur certaines nouvelles souches de variants qui ne manqueront pas d'émerger d'ici là. Je rappelle pour ceux qui voudraient que je critique la vaccination sur YouTube qu'il y a une charte YouTube qui est très particulière. Donc je ne critiquerai pas la vaccination. La vaccination c'est bien, la vaccination c'est super, hein, allez-y, faites-vous tous piquer, et on ne peut pas dire autre chose comme message ou très difficilement quand on n'est pas médecin, estampillé, docteur, autorité, machin, etc. Donc ça ne sera pas mon propos ici. Si vous voulez mon point de vue ou d'autres choses, c'est pas sur YouTube, vous venez me retrouver sur le site insolentiae.com où là je peux avoir une parole qui est en dehors de la charte de YouTube. Et des contraintes qu'on vous impose en termes d'expression et d'idées que vous pouvez défendre. La hausse, donc l'évolution économique reste inégale selon les pays et les secteurs, le secteur des services étant plus durement touché par les restrictions, dit Christine Lagarde. Effectivement, l'industrie, ça repart plus tôt. Les services, vous pensez notamment par exemple à tout ce qui est hôtellerie, tourisme, etc., restauration, évidemment c'est une catastrophe. La hausse des prix s'accélère. Si la hausse des prix s'accélère, c'est principalement en raison de certains facteurs transitoires et d'une hausse des cours de l'énergie. Pour Christine Lagarde, ces facteurs devraient s'estomper début 2022.
Depuis début 2022, elle vous racontera autre chose, elle vous racontera surtout ce qui l'arrangera. La faiblesse de la demande et la forte atonie sur le marché du travail constituent de puissants freins à un dérapage des prix. C'est ce qu'on appelle l'inflation de second tour. C'est-à-dire que pour que vous ayez un mouvement d'inflation durable et pour que vous ayez une augmentation des prix qui soit durable, il faut évidemment que les salaires suivent. Si les salaires ne suivent pas, parce que l'emploi ne suit pas et que les salaires n'augmentent pas et que vous avez un stock de chômeurs qui est considérable, bien évidemment, l'inflation viendra se fracasser sur les salaires bas et le pouvoir d'achat des gens. Et donc, à un moment donné, vous pouvez toujours essayer de vendre votre boîte de petits pois 76,50 € pour 1 kg, je précise. Si vos 900 grammes de petits pois nets égouttés sont à 76,50 €, avec des salaires qui n'ont pas évolué, il y a peu de chances que les gens viennent vous acheter des petits pois. Ils risquent plutôt de vous voler votre boîte de conserve. Vous avez intérêt à investir dans beaucoup de vigiles. Voilà. Donc, bon, en gros, la BCE, son analyse, c'est même pas peur de l'inflation. Et d'ailleurs, suite à ça, l'or semble se redresser, enrayer sa chute. Vous voyez, bon, attention, la hausse n'est pas majeure. Ici, vous rebondissez d'ailleurs sur un support. Je vous ai pas mis le graphique de long terme, mais enfin bon, on était sur un support ici, sur une ligne de résistance. On a un rebond, c'est assez logique et il devrait se poursuivre. Vous connaissez mon point de vue sur les fondamentaux du métal jaune. Les obligations américaines se stabilisent, pareil, regardez, elles chutaient. Et donc là, on a plutôt des mouvements un petit peu verts. Bon, on a eu une baisse, mais bon, ça devrait plutôt se stabiliser. Attention, la BCE n'est pas la Fed, donc la Réserve centrale américaine et la Banque centrale américaine. Donc c'est normal qu'on ait peut-être une petite divergence momentanée entre ce qui se passe sur l'or, qui là effectivement inclut et prend en considération dans les cours, puisque c'est vraiment international, une partie de la politique monétaire autre que celle des États-Unis. En revanche, sur les obligations américaines à 10 ans, c'est assez logique que ça évolue de manière encore un petit peu différente aujourd'hui, mais vous voyez que la baisse plutôt semble à peu près enrayée. Semble, je suis loin d'être affirmatif, et vous allez voir pourquoi par la suite. En France, cela repart très légèrement à la baisse. Donc là, on est sur le taux à 10 ans. On est à moins 0,06. Et regardez, on était à moins 0,14 il y a au plus bas il y a un jour. Et là, je vous ai pas mis, mais on était à moins 0,5. Voilà, c'était ça que je voulais vous dire. On était à moins 0,50, moins 0,55. Et là, on est plutôt à moins 0,06. On est juste en territoire négatif. C'est pas extraordinaire en fait. La Banque centrale européenne annonce du no limit parce qu'il n'y a pas le choix. Et vous voyez que le taux français, il est presque à deux doigts de vraiment repasser encore en territoire positif. Ça veut dire que c'est pas bon pour vos crédits immobiliers, les amis. C'est-à-dire que si vous êtes dans une période où vous voulez, dans un moment où vous avez un projet immobilier, vous risquez d'emprunter un petit peu plus cher. C'est pas forcément grave, mais en tout cas, surveillez bien les taux et les grilles de taux de vos banquiers. Là, pour le coup, plus que jamais, c'est très important que de surveiller ces grilles de taux. Regardez en Italie, c'est presque 10 fois plus élevé qu'en France, puis on n'est pas à moins 0,06, on est à plus 0,62, et regardez, pareil, c'est pas fameux là, ça fait pas considérablement baisser ni chuter l'intervention de la BCE, les taux d'emprunt. Donc ils ont un peu baissé par rapport à leur point haut. Vous voyez, pour la France, c'est pareil, par rapport au point haut, on est un petit peu plus bas, point haut des derniers jours. Mais c'est pas une baisse quand même absolument considérable des taux d'emprunt à 10 ans d'un pays comme la France ou l'Italie. Alors, conclusion partielle, c'est pas la conclusion générale de cette petite vidéo, la conclusion partielle. La crise de la peur des taux, à mon sens, n'est pas terminée. Si c'était terminé, on aurait des baisses ici ou là, qui seraient des baisses de taux beaucoup plus significatives. On voit que ça a même presque tendance à remonter très légèrement. Donc, je ne suis pas persuadé que la Banque centrale européenne ait particulièrement rassuré les marchés, et je pense que ça va encore couver, pour tout vous dire. Les prix montent sur les matières premières et l'énergie, on va le voir après, et les marchés vont continuer à se faire peur et pousser les banques centrales à officialiser le no limit, parce qu'en fait les marchés, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent de la visibilité. Et ils savent que ce que font les banques centrales aujourd'hui, c'est inflationniste. Et donc, si c'est inflationniste, ça peut provoquer une remontée des taux à terme. Et donc, ils veulent l'anticiper. Et donc, si ça ne le provoque pas à terme, ça veut dire que les banques centrales vont intervenir. Mais les marchés, pour pouvoir l'anticiper, ils veulent que les banques centrales
l'officialisent. Et donc, je pense qu'ils vont essayer de pousser un peu les banques centrales à parler plus significativement de cette politique no limit. Alors regardez, on continue sur l'inflation. L'inflation qui arrive et le docteur Copper, donc les marchés ils jouent à se faire peur, mais ils ne jouent pas pour rien à se faire peur. Il y a vraiment des signes d'inflation qui reviennent, ça c'est clair. La question c'est pas est-ce qu'il y a de l'inflation, je vous donne la réponse, oui il y a de l'inflation, oui c'est pas fini et oui elle va accélérer. La question est est-ce que ça va s'accompagner d'un relèvement des taux? Voilà, c'est ça la question, mais la question n'est plus sur l'inflation. Vous devez tous être conscients dans vos anticipations économiques que l'inflation elle est là, elle revient très clairement, elle est déjà là, elle revient, elle va s'amplifier dans les semaines et dans les mois à venir. Elle pourrait même s'amplifier, s'accélérer de manière considérable. Regardez, alors le docteur Copper, c'est le docteur cuivre, c'est comme ça qu'on le surnomme. C'est un peu comme un canari dans la mine de la bourse, de l'industrie, des marchés, parce que le cuivre, c'est vraiment un des métaux les plus basiques dans l'industrie, donc il est extrêmement sensible à la demande industrielle. Donc quand la demande repart, quand la production repart, vous avez de très fortes tensions et de pénurie de cuivre, parce que la production n'est pas forcément élastique, les stocks ne sont pas forcément élastiques, ça ne redémarre pas comme ça, et donc quand il y a une forte demande à un moment donné, pof, une fois que les stocks ils ont été un petit peu diminués, baissés, et les prix s'envolent. C'est ce que vous voyez sur le prix du cuivre qui a plus que doublé d'avril dernier à mars de cette année. Les prix du cuivre ont plus que doublé. C'est une très grosse hausse, c'est très significatif. C'est pas un hasard. La demande industrielle est forte, vous avez des problèmes dans les approvisionnements et donc vous avez des tensions sur les prix, c'est très inflationniste. Le pétrole est en hausse, pareil, vous êtes à... Ici, on est presque à 70 $ le baril de Brent, de la mer du Nord. Le blé hésite, mais devrait repartir à la hausse. Là, je pense que pour moi, on est sur une configuration graphique où le blé devrait repartir à la hausse. Et de toute façon, pareil, par rapport à l'année dernière et à son point bas, on a une augmentation très significative. On est pas loin de 50% d'augmentation de hausse sur le blé. C'est pas rien du tout. Et le prix de vos pâtes alimentaires, il va continuer à se tendre. Et le prix de votre baguette aussi. Du côté du cochon et du khalouf, écoutez, c'est la même chose. Regardez, entre ici avril de l'année dernière où on était à 45 et aujourd'hui on est à 91, on a presque doublé les prix, on a doublé les prix du cours du cochon. Donc investissez dans le porc, le porc c'est l'avenir, hashtag balance ton porc, voilà. Alors, ça, c'était pour un certain nombre de matières premières. Je voulais juste vous brosser un panorama comme ça, rapide, en vous prenant une céréale, une viande, un métal industriel, et vous montrer, vous dire, voilà, regardez, ça monte. Mais vous n'avez pas que ça, vous avez également l'effet pénurie qui monte, qui va faire monter, qui va faire monter les prix. Et l'effet pénurie, c'est quelque chose que je chronique sur le site Insolentiae, pas dire au quotidien, mais très régulièrement quand il y a des pénuries significatives, ce sont des informations que je surveille. Et donc le 16 février, je vous parlais des pénuries d'acier, des prix qui s'envolaient sur l'acier. Le 11 février, je vous parlais des pénuries mondiales sur les composants électroniques. Le 17 février, je vous parlais des pénuries sur les seringues, et puis après il y a eu un autre article concernant carrément tous les autres composants, les petits flacons, etc. Donc ceux qui sont opposés à la vaccination sont très contents de cette pénurie, ceux qui évidemment sont très favorables à la vaccination déplorent ces pénuries autour des petits flaconnages, des bouchons, des machins, des trucs. Mais oui, mais on veut faire des milliards de doses de vaccins, et pour faire des milliards de doses de vaccins, il faut des milliards de petits flacons, il faut des milliards de petites aiguilles, il faut des milliards de petites seringues. Voilà, donc il y a toute une chaîne logistique derrière qui doit suivre, et c'est évidemment très complexe. Et puis cet article, écologie, inflation inédite pour le polystyrène expansé. Le polystyrène expansé, c'est ce qui sert, c'est les gros panneaux là que vous collez sur les façades des maisons, par exemple, pour faire des isolations thermiques par l'extérieur et par la façade, les ITE, dans le cadre de la transition énergétique. Et il n'y a plus de polystyrène et les prix, ils ont doublé sur le polystyrène expansé. Et donc, vos isolations par la façade, elles vont devenir évidemment de plus en plus coûteuses. Donc, l'inflation, elle est là. Je vous remets encore et encore et inlassablement les différentes phases évoquées depuis 3 semaines dans le même JT, je vous en parle et je la rabâche. La première phase dans laquelle nous sommes actuellement et qui est la phase d'inquiétude et de hausse des taux avec la baisse des marchés ou en tout cas une correction qui va être plus ou moins
plus ou moins longue, bon, mais elle ne sera pas durable, elle peut être plus ou moins longue mais pas durable, elle va être momentanée et passagère mais c'est pas un retournement de tendance avec un effondrement des cours de bourse, puisque la deuxième phase, c'est que les marchés vont forcer les banques centrales à officialiser leur mode no limit ou leur mode il n'y a pas le choix, et donc les marchés comprendront que malgré l'inflation naissante, malgré même l'inflation galopante, eh bien les banques centrales ne pourront pas monter les taux et les marchés repartiront évidemment à la hausse. Et la troisième phase, ce sera une phase d'emballement avec l'envolée des actifs anti-inflation, métaux précieux, immobilier, matières premières. Attention à l'immobilier, encore une fois, l'immobilier, j'y suis extrêmement favorable parce que c'est le seul actif que vous pourrez utiliser pour vous créer du patrimoine et que vous pouvez utiliser pour vous créer du patrimoine en ayant recours à l'effet de levier de l'emprunt et donc de l'endettement. Et donc vous pouvez acheter de l'immobilier avec de l'argent que vous n'avez pas. Ce que vous ne pouvez pas faire ni avec les métaux précieux, ni avec les matières premières, ni avec les actions en bourse, ni avec ce genre de choses. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas risqué, et ça ne veut pas dire que tout l'immobilier va se comporter de la même manière. Donc évidemment, il va y avoir de très fortes disparités, et notamment attention à l'immobilier de bureau, attention à toutes les SCPI, à toute la pierre papier autour de l'immobilier de bureau, l'immobilier de commerce. Ça va être extrêmement compliqué dans les années qui viennent, parce que je pense qu'on a un véritable changement d'usage qui est en train de se faire, et j'y reviendrai dans la stratégie de ce mois-ci, non pas sur l'immobilier, mais spécifiquement, mais sur les changements d'usage, et donc ce qu'ils impliquent, et donc notamment effectivement sur l'immobilier, mais pas que. Conclusion finale, mes amis, eh bien, pour les plus anciens parmi vous, vous avez connu l'entrée dans le monde de la stabilité des prix, la lutte contre l'inflation des années 80, la baisse du taux d'inflation, des taux d'intérêt très élevés, des taux d'intérêt réels très élevés. C'était la belle époque de l'assurance vie dans les années 90, de 90 à quasiment début 2000, une décennie en or. C'est pour ça que l'assurance vie était devenue à juste titre le placement préféré des Français, puisqu'à cette époque-là, vous aviez 10% de rendement sans rien faire sur votre assurance vie fonds en euros, et donc chaque année, vous étiez 10% plus riche avec une inflation à 2%, et donc vous aviez des taux d'intérêt réels positifs de presque 8, parfois 10%. Donc évidemment, c'était considérable. À cette époque-là, l'immobilier était bas, puisque les taux d'intérêt étaient très élevés, les bourses étaient basses, puisque les taux d'intérêt étaient très élevés, et donc il n'y avait pas beaucoup d'intérêt à placer et sur la bourse et sur l'immobilier, et donc tout le monde était en assurance vie, et c'est de là devient l'expression le placement préféré des Français. Et puis ça, c'était donc l'ère de la stabilité des prix. Elle a accompagné la mise en place des critères de Maastricht depuis 1990, globalement. Et puis, nous sommes rentrés dans l'euro, 99, basculement pour les activités de marché. Puis après, nous l'avons eu 2 ans après dans nos portefeuilles, ou 3 ans après, dans nos portefeuilles et dans notre porte-monnaie, c'était les kits en euros. Et donc, nous sommes restés sur cette ère de la stabilité des prix, globalement, jusqu'en 2020. Et jusqu'en 2020, est arrivé le SARS-CoV, non pas 1, mais 2. Et le SARS-CoV-2, autrement connu désormais sous le nom la Covid, ce qui est nettement plus sympathique que SARS-CoV-2, puisqu'il ne fallait pas faire le rapport avec le SARS-CoV-1. Et donc là, évidemment, ça a fait tomber la stabilité des prix et les critères de Maastricht au champ d'honneur de la pandémie. La BCE est donc, par la force des choses et parce qu'il n'y a pas le choix, elle est obligée de dire « j'ai même pas peur, même plus peur de l'inflation ». La stabilité des prix ne sera bientôt plus un objectif, que ce soit aux États-Unis, au Japon, en Angleterre ou en Europe. Donc pour la politique monétaire européenne, évidemment, ce sera la fin de cet objectif de stabilité des prix, ou en tout cas ce ne sera plus que l'objectif de stabilité des prix. Les taux sont condamnés à rester bas de manière extrêmement durable, pour la simple et bonne raison que s'ils remontent, de toute façon, tout le monde est insolvable et tout le monde est en faillite. L'inflation sera de retour, et il faudra l'accompagner de mesures sociales, puisque toute la question que vous vous posez très souvent dans les commentaires en bas, c'est oui, mais l'inflation, génial Charles, mais ça va être terrible l'inflation, parce que si les salaires n'augmentent pas, on ne pourra plus acheter à manger, et ça va être désastreux socialement. Mais bien sûr que ce sera désastreux socialement, et je pense qu'en fait, les salaires vont monter. Le fond de ma pensée, c'est que les salaires vont monter, mais pas forcément de la manière dont vous y attendez, et pas de manière classique. On va aller vers un revenu universel européen, mais sans doute mondial. Aux États-Unis, on parle de l'augmentation du salaire minimum, qui aujourd'hui doit, je crois, minimum, et c'est à 7 ou 8 $. Ils veulent le passer à 15 $. On parle quasiment d'un doublement du salaire horaire minimum aux États-Unis.
et les taux resteront bas éternellement parce qu'il n'y a pas le choix, il y aura de l'inflation parce qu'il n'y a pas le choix, et il faudra l'accompagner socialement parce qu'il n'y aura pas le choix. Et comme on va le faire mondialement, eh bien on va créer une inflation mondiale, et cette inflation, vous avez deux manières en fait de régler la crise. Soit vous vous mettez d'accord, enfin vous ne vous mettez pas d'accord, c'était la vision à la Trump, c'était le souverainisme et le protectionnisme et le repli de chaque zone sur ses centres d'intérêt personnels, ou c'est de faire la même démondialisation mais de manière coordonnée. Et bien aujourd'hui vous êtes dans la démondialisation de manière coordonnée et vous aurez une politique monétaire qui sera parfaitement coordonnée, parfaitement inflationniste, qui mettra complètement fin à la stabilité des prix. L'Allemagne avalera la valda parce que de toute façon il n'y a pas le choix. Et puis nous allons aller vers des périodes d'inflation fortes. Et ce sera accompagné socialement, ce sera accompagné via des revenus universels, ça sera accompagné par l'augmentation de tous les revenus minimums imposés, les salaires horaires, etc., etc. Et ce sera probablement accompagné socialement. Et si c'est accompagné socialement, ce sera socialement très bien accepté. Et puis comme on fera tous la même chose, eh bien les taux de change ne bougeront pas beaucoup. Et finalement, on pourrait même imaginer qu'on s'en sorte non pas sans mal, non pas sans casse, mais presque de manière, en tout cas, on va dire, acceptable et tolérable par tous. Voilà ce que je pouvais vous dire. N'hésitez pas à à me mettre un gros doigt bleu de Schtroumpf, là, le petit pouce, en disant « Ouais, la vidéo, elle était super ». N'hésitez pas évidemment à la partager, à vous abonner à la chaîne Le Grenier de l'Écho, à vous inscrire à la lettre stratégie sur le site Insolencier/boutique ou dans le petit truc icône là qui apparaît là-haut, et puis évidemment à la lettre d'information gratuite du site insolencier.com. Tous les jours, une édition d'information économique que vous lirez sur le site Insolencier et nulle part ailleurs, avec les 5 informations les plus importantes chaque jour du lundi au vendredi. Voilà ce que je pouvais vous dire les amis sur la manière dont je vois se profiler ce grand changement de paradigme autour de l'inflation et de la stabilité des prix. C'était ça que j'avais envie de partager avec vous, j'espère que ça vous aura plu et que surtout ça aura alimenté vos réflexions et vos connaissances, parce qu'après tout ce n'est jamais rien que mon objectif et la raison d'être de ces petits JT du grenier, c'est de vous rendre plus intelligible ce qui se passe et puis d'alimenter votre réflexion sans jamais essayer de vous imposer quoi que ce soit en termes de manière de penser et en respectant les convictions de chacun et les pensées de chacune et de chacun d'entre vous. Je vous souhaite une très belle semaine, une très belle fin de dimanche, puisque vous pourrez, pour certains d'entre vous, visionner cette vidéo dès sa mise en ligne dimanche. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Merci les amis, au revoir.